La TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, monsieur, bonsoir. Et voici les titres de cette édition. Le e-commerce s'installe au Togo. Hier, le chef de l'État, Faure Sozimna Nyazingbe, a inauguré le centre de contact Majorel spécialisé dans le commerce électronique. À découvrir dans cette édition. Et puis les recrues de la deuxième vague de police promotion 2018-2019 ont fini leur formation élémentaire troupe toutes armes. Et c'était du côté de Kara. Et la fin de formation a été sanctionnée par une cérémonie. Les échos également dans ce journal. Voilà donc pour les titres. D'abord, le président de la République Faure Sozimna Nyazingbe a reçu une délégation de la Société financière internationale SFI active au Togo. La délégation était conduite par son vice-président Sergio Pimenta. Le vice-président a déclaré au sortir de son audience avoir discuté avec le président de la République de la possibilité d'aider au développement du Togo en soutenant les entreprises privées et augmenter ses actions en faveur du développement. Et par ailleurs, une signature d'accord entre la SFI et le ministère de l'Énergie a eu lieu dans le même cadre pour appuyer le secteur énergétique renouvelable. Les précisions avec Ramdan Bassina. J'ai eu le grand honneur d'être reçu par Monsieur le Président de la République. Je suis le représentant de la Société financière internationale, la SFI, qui est l'institution du groupe de la Banque mondiale qui s'occupe du développement du secteur privé. Et j'ai eu l'occasion donc de rencontrer Monsieur le Président pour pouvoir discuter de comment est-ce que la SFI peut soutenir le développement du Togo en soutenant les entreprises togolaises et les entreprises du secteur privé pour créer des emplois, pour créer de l'activité économique au pays. Nous sommes déjà très actifs au Togo, nous avons un portefeuille d'un peu plus de 325 millions de dollars et nous avons discuté avec Monsieur le Président de la République et ainsi que les ministres présents de comment nous pouvons passer à la vitesse supérieure, augmenter nos opérations ici et j'ai eu le plaisir de lui annoncer que nous allons ouvrir un bureau ici à Lomé de manière à avoir une présence sur place et avoir un contact plus étroit avec les entreprises locales et les autorités de manière à atteindre nos objectifs dans le pays. Nous avons signé avec le ministre des Énergies un accord que nous appelons Scaling Solar, qui consiste à apporter une solution d'énergie renouvelable, énergie solaire, pour le Togo, avec un projet qui sera financé par la Société financière internationale, par la SFI, et nous avons donc l'honneur de signer cela en présence de Monsieur le Président de la République. Et l'administrateur représentant du Togo auprès du conseil d'administration du groupe de la Banque mondiale, Jean-Claude Tchachouan, soutient également cette démarche. Pour lui, l'initiative de la SFI est la bienvenue, en ce sens que le développement du secteur privé participera à coup sûr à l'atteinte des objectifs du plan national de développement PND. M. Tchachouan a lui aussi été reçu en audience ce jour par le chef de l'État. Ici, dans le cadre des missions de consultation avec les autorités des pays que je représente, pour vous parler de la coopération entre le groupe de la Banque mondiale et le Togo. Je suis venu aussi avec le vice-président de AFC qui est le bras du secteur privé de la Banque mondiale, parce que le plan national de développement met l'accent vraiment sur le développement du secteur privé. Et nous avons discuté avec les autorités togolaises sur les voies et moyens pour pouvoir vraiment appuyer le développement du secteur privé au Togo, notamment dans les secteurs de l'énergie, de l'économie numérique, de l'agriculture, etc., etc. Le président de la République, Faure Sozimna Nyazingbe, a procédé hier au lancement officiel des activités du centre de contact Majorel, un site dédié au commerce électronique. D'abord, les images de l'arrivée du chef de l'État sur le site du centre à Adévi hier.
L'inauguration du centre de contact Majorelle répond à l'axe 1 du plan national de développement qui veut faire du Togo un centre d'affaires de premier ordre dans la sous-région. Les précisions avec Kazenam Baga. En ouvrant les portes du centre d'appel Majorelle, le président de la République Faure Essozomna Nyazingbe confirme que le plan national de développement PND 1822 est en marche. Les différents projets contenus dans cet ambitieux outil de développement du Togo se concrétisent de jour en jour. Ici, c'est l'axe 1 qui est à l'honneur et la vision du chef de l'État de faire de Lomé un centre d'affaires de premier ordre dans la sous-région se matérialise ainsi, avec à la clé de nombreux emplois créés pour ces jeunes Togolais et Togolaises, visiblement ravis que leur président soit à leur côté à un moment aussi important de leur vie qui marque le début de leur carrière professionnelle. Une carrière de téléopérateur ou téléconseiller qu'ils vont mener dans ce centre dont la réalisation est le couronnement d'une convergence de vues entre le gouvernement togolais et le groupe Majorelle. Ce site, et j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres, est venu d'une double convergence. La première, c'est une convergence stratégique entre un État, l'État du Togo, qui a développé une vision, le plan national de développement 2018-2022, qui a donc créé les conditions pour que des investisseurs comme nous puissions venir travailler, créer de la valeur, créer de l'emploi dans votre très beau pays. En face, il y avait aussi une stratégie des grands clients que nous avons au niveau de Majorelle, qui sont les plus grands mondiaux. Quand vous prenez les GAFA, ils sont pour la plupart d'entre eux nos clients. Et aujourd'hui, nos clients cherchent à développer leur savoir-faire, leur développement dans tous les pays, pas simplement les pays occidentaux développés, mais l'ensemble des pays de la zone francophone, de la zone anglophone, de la zone hispanophone, et nous les accompagnons. Le site de Lomé est baptisé Agou, en référence au mont Agou, le plus haut sommet du Togo. Pour le groupe Majorelle, c'est l'incarnation des valeurs d'excellence qu'il prône et qui ont fait son succès dans le monde, succès qui exige son expansion pour mieux répondre aux attentes des clients. L'Afrique représente une priorité stratégique pour nous dans le développement et notre croissance pour demain. Alors pourquoi le Togo? C'est une histoire relativement courte qui a moins de 2 ans. Nous avons commencé d'une volonté extraordinaire d'abord de l'État et des autorités, suite à l'extraordinaire mobilisation, excellence que nous avons tout de suite perçue, à la fois pour les infrastructures, mais aussi pour la qualité des ressources humaines qui est essentielle dans notre métier. Nous avons été très vite convaincus que nous pouvions aller encore plus vite et faire des choses encore plus grandes ici, chez vous. 150 jeunes sont déjà employés dans le centre d'appel Agou. À terme, ce sont 500 jeunes Togolais qui sont appelés à offrir des services de télévente, d'assistance commerciale et technique par appel ou courriel. Les compétences recherchées sont une bonne expression en langue française, une bonne allocution et une aisance dans l'interaction commerciale. Ce qu'on peut appeler désormais les pionniers du secteur des services externalisés au Togo saluent les opportunités qu'offre le centre d'appel. Je suis venue ici, j'ai découvert ce que c'est et c'était juste magnifique. Et là, franchement, je sais que j'ai une possibilité de pouvoir évoluer et de faire carrière avec Majorelle. Mais ce qui est grandiose pour moi, c'est qu'au bout de 6 mois, je suis passé de collaborateur et conseiller clientèle à superviseur. Aujourd'hui, il y a cette possibilité avec Majorelle de grandir et d'avoir plus de l'expérience. Je ne compte pas m'arrêter là. Je compte pouvoir aller chercher le poste de responsable d'activité, pourquoi pas, dans les années à venir. Le Togo est le 4e pays en Afrique qui accueille le groupe Majorelle. C'est le couronnement d'un travail de fourmi abattu par la cellule de promotion des investissements créée par les plus hautes autorités pour rendre la destination Togo plus attractive. Celle-ci offre, dans une approche participative, un accompagnement spécialisé aux entreprises qui veulent s'implanter au Togo. Cet événement intervient dans un contexte
où notre pays, sous le leadership du chef de l'État, s'est résolument inscrit et engagé dans la dynamique de son plan national de développement PND 2018-2022. Pour se conformer à l'axe 1 du PND, notre pays a lancé il y a un an un plan ambitieux de développement des services externalisés avec pour ambition d'offrir un diptyque qualité des prestations, coût de production inédit en Afrique. Afin de mener à bien cette mission et de rendre notre destination plus attractive pour les acteurs de ce secteur d'activité, le gouvernement togolais a conduit une réflexion alliant pragmatisme et méthodologie. Il en a résulté la création d'une cellule de promotion des investissements qui a débuté ses activités de façon effective en février 2018. Afin de maximiser les chances de succès du plan national de développement et du développement des services externalisés, le gouvernement a mis en œuvre dès le début 2018 une série d'actions, de plans d'action à court terme qui s'articulent dans le secteur de l'économie numérique entre autres autour de quelques chantiers phares. Le premier évidemment c'est la refonte du paysage des télécoms afin de l'adapter aux exigences du secteur des services externalisés grâce à la définition d'une offre dédiée aux centres de contact comprenant des ententes de niveau de service et des tarifs adaptés. La seconde chose a été une mobilisation des ressources humaines à travers la constitution par l'ANPE d'une base de données comprenant des jeunes étudiants ayant une bonne élocution, un très bon niveau en français, tant à l'oral qu'à l'écrit, et faisant preuve d'une aisance dans la discussion. Le troisième point, c'était l'identification d'un portefeuille des biens immobiliers adaptés à l'activité des centres de contact. Toutes ces initiatives, alliées à la réactivité de notre administration, nous permettent d'accueillir aujourd'hui sur notre territoire Majorelle l'un des leaders mondiaux de gestion de la relation client et qui offre à partir de Lomé ses services à un géant américain du commerce électronique et demain, nous l'appelons de nos voeux à d'autres clients. Je les remercie pour cette marque de confiance et de croire en notre pays. L'arrivée du centre d'appel Majorelle au Togo vient résoudre un tant soit peu la question de l'étroitesse du marché intérieur. Autre atout, c'est un secteur à haute intensité de main-d'œuvre. Voilà qui justifie ce face-à-face chaleureux entre le président de la République, Faure Essozomna Gnazingbe, et ses populations venues marquer de vive voix leur adhésion au plan national de développement qui cristallise la vision du chef de l'État pour un Togo émergent, uni et prospère à l'horizon 2030. Et dimanche dernier, le chef de l'État était à Niamey, la capitale nigérienne, où il a pris part au sommet extraordinaire de l'Union africaine. Le dit sommet aura été marqué par les thèmes des migrations et du terrorisme, mais surtout le lancement de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf. Le résumé des travaux avec Isidore Koubati.
Une trentaine de chefs d'État et de gouvernement du continent, dont le président togolais Faure Essozimna Gnassingbé, étaient au rendez-vous de Niamey où s'est tenu le 12e sommet extraordinaire de l'Union africaine. Une rencontre historique qui a eu pour mérite d'entériner l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf. Une initiative tant entendue par les dirigeants et qui a fini par se concrétiser. Sa création répond à la volonté des gouvernants de mettre en place un espace beaucoup plus large pour faciliter les échanges sur le continent afin de réduire la dépendance de l'Afrique vis-à-vis des autres continents et booster son développement. Les travaux de ce sommet extraordinaire de l'Union africaine ont été présidés par Abdel Fattah al-Sisi, président en exercice de l'Union. Le président al-Sisi a dans son intervention souligné l'importance et la nécessité d'aller vers les initiatives inclusives afin de réaliser une intégration parfaite et réussie de l'Afrique, gage d'un développement harmonieux et prospère. L'hôte du sommet, le président Mahamadou Issifou, a pour sa part remercié ses pairs pour le travail abattu et qui a abouti à l'avènement de cette zone de libre-échange continentale. Cet aboutissement aura pour conséquence immédiate la suppression des barrières douanières entre les pays africains afin de rendre beaucoup plus fluides les échanges inter-États et intra-régionaux jusqu'ici considérés comme très faibles. 1 an et 3 mois après la désignation du président Mahamadou Issifou comme champion de la ZLECAf, 44 pays, dont le Togo, ont signé à Kigali au Rwanda le 21 mars 2018 l'accord portant libéralisation du commerce des marchandises et des services ainsi que le règlement des différends. 4 autres États, notamment le Nigeria, le Bénin, la Guinée équatoriale et le Gabon, ont eux aussi signé cet accord de la zone de libre-échange continentale africaine portant le nombre de pays signataires à 54. Un record jamais égalé en si peu de temps, a souligné le président nigérien. Fidèle à leur vision, celle de faire de l'Afrique un continent intégré, prospère et pacifique, les chefs d'État ont réitéré leur volonté d'aller de l'avant en restant toujours unis et solidaires. Accra, la capitale du Ghana, a été désignée pour abriter le siège du secrétariat permanent de la zone de libre-échange continentale. Le top départ a été donc donné dimanche à Niamey à la première phase opérationnelle de la zone de libre-échange continentale ZLECAf. Du sommet de Kigali à celui de Niamey, que faut-il retenir? La ZLECAf, mécanisme et enjeu, c'est un dossier de Mathias Toublo et Sonia Aminico. Les négociations entamées depuis le 30 mai 2019, date officielle du lancement de la ZLEC, se sont poursuivies à Niamey dans la perspective de l'inauguration de la première phase opérationnelle de la zone de libre-échange. Vendredi déjà, les ministres des Affaires étrangères ont choisi Accra, capitale du Ghana, pour abriter le secrétariat général. La ZLEC est voulue par les dirigeants pour promouvoir l'élimination d'ici à 5 ans des droits de douane sur un ensemble de produits représentant 90% des lignes tarifaires. Les pays membres devront remettre à cet effet leur liste de produits dédouanés dits non sensibles et se mettre d'accord sur les règles d'origine, c'est-à-dire les critères qui permettront de savoir quelle proportion d'intrants africains est nécessaire pour qu'un produit soit considéré comme Made in Africa. Dans les mécanismes de mise en œuvre de la ZLEC, la question du passeport unique africain et du projet de marché unique aérien ont été débattus. L'an dernier, à Kigali, au Rwanda, le traité instituant la communauté économique africaine sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence et le droit d'établissement a été signé par 32 pays. Jusqu'ici, seul le Rwanda a donné son accord pour la ratification de ce traité. Depuis hier, tous les pays africains sauf l'Érythrée ont également dit oui et le traité est désormais ratifié par la majorité des pays. Mais l'une des critiques reste et demeure la pertinence de cet accord que certains qualifient d'accord de riches. Selon ces derniers, la ZLEC risque de creuser les inégalités entre les pays.
Un avis qui n'est forcément pas partagé par tous. Dans la mise en œuvre de la ZILEC, dans un an, 2 points focalisent les attentions. Le bénéfice de l'accord pour les pays qui n'ont pas de ressources naturelles ou pas d'accès à la mer et l'avenir des relations commerciales avec l'Union européenne qui accorde aux APE des conditions d'importation avantageuses. Précisons que ce vieux projet est l'un des étendards de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Il était en discussion depuis 2012 et vise à créer un marché commun de 1,2 milliard d'habitants dont le PIB cumulé avoisinerait 2500 milliards de dollars. Avec le Bénin et le Nigeria, l'accord a déjà été signé par 54 des 55 pays du continent. Dimanche, le Gabon et la Guinée équatoriale ont déposé leur instrument de ratification portant à 27 le nombre de pays l'ayant ratifié. La première phase opérationnelle de la ZILEC vient donc d'être officiellement lancée à l'issue du sommet auquel 31 chefs d'État ont participé. La zone de libre-échange continentale est un projet de zone libre-échange en cours de création sur une grande partie du continent. Elle est la plus vaste au monde en termes de pays concernés. Sa création répond à la volonté des gouvernants de mettre en place un espace beaucoup plus large pour faciliter les échanges sur le continent afin de réduire la dépendance de l'Afrique vis-à-vis des autres continents et booster par la même occasion son développement. Elle est rentrée en vigueur le 30 mai 2019. Lomé abrite depuis hier les travaux de la 4e rencontre francophone du projet régional de l'Union postale universelle sur la préparation opérationnelle pour le commerce électronique en Afrique. Cette réunion veut favoriser une plus grande coopération entre les douanes et les postes. Carmen Madiakapo pour des précisions. Plus de 70 experts de 22 pays de l'Afrique francophone à Lomé pour échanger sur les meilleures stratégies pouvant développer le e-commerce ou commerce électronique sur le continent. Pour cette 4e rencontre de l'Union postale universelle, la douane est mise à contribution. Douaniers et agents des postes vont redéfinir les procédures de dédouanement et l'échange des données pour offrir des services plus rapides et efficaces aux clients. Le pays a lancé un projet 2017 qu'on appelle le projet ORE, qui est la préparation opérationnelle des pays au e-commerce, et nous sommes aujourd'hui au 4e atelier. Et la particularité de cet atelier, c'est de pouvoir associer la douane. Dans toutes les postes, les douanes travaillent. Dans les grands bureaux où on traite le courrier, les paquets, vous avez la douane qui est à côté, qui va regarder chaque paquet qui arrive, s'il contient de la marchandise et comment dédouaner. Nous voulons accélérer ce processus-là. C'est la 4e fois consécutive que l'Union postale universelle réunit les acteurs pour mieux préparer l'Afrique au commerce électronique. La douane togolaise se dit prête à collaborer avec la Poste pour le développement du e-commerce. Le présent atelier devra permettre d'améliorer les procédures de dédouanement des envois postaux, tant au titre de la Poste que de la douane, et de renforcer les capacités mutuelles à faciliter les envois postaux tout en garantissant le respect respectif des exigences réglementaires. De plus en plus, des commerçants se lancent dans l'aventure de la vente digitale. Le commerce électronique doit donc s'adapter aux réalités de l'heure. Ces genres d'initiatives pourront permettre, comme le disent ici les experts, de lever les contraintes existantes et permettre au commerce électronique de mieux contribuer au développement. Et cet après-midi, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a tenu une conférence de presse. Elle a réuni les hommes des médias et les représentants des organisations chargées de la défense des droits de l'homme au Togo. Le ministre a fait le point sur une affaire dite de disparition forcée dénommée Adi Atou et Adi Kokou Messan. Les détails avec Delphine Pignandi et Augustin Kossi.
Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile apporte des éléments de réponse dans l'affaire dite de disparition forcée des nommés Adi Assou et Adi Kokoumessan. Les faits remontent au 19 octobre 2017 où les deux présumés disparus seraient enlevés par les forces de sécurité. L'affaire a été portée devant le secrétariat d'État chargé des droits de l'homme, le ministère des Affaires étrangères et le comité des disparitions forcées du Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies. Selon les informations transmises au comité des disparitions forcées des Nations Unies, le 19 octobre 2017, M. Achi Achou et Achi Kokoumessan seraient arrivés en provenance de Tchébié pour vendre de la boisson locale à Lomé. Au moment de retourner à Tchébié, ils étaient accompagnés par 3 de leurs frères. Quand les 5 frères sont arrivés au niveau de l'église catholique du quartier Bekota, dans la préfecture du Golfe, 2 véhicules de force de l'ordre, dont l'un immatriculé PN 0482, se seraient précipités sur eux. Que des agents de police seraient descendus et se seraient jetés sur les 5 frères. 3 d'entre eux ont réussi à s'échapper. M. Achi Achou et Achi Kokoumessan auraient été arrêtés de manière particulièrement violente. Ils auraient été violemment battus avec des bâtons et des matraques. Quand les agents de police ont remarqué que M. Achi Achou et Achi Kokoumessan étaient à bout de souffle, ils les auraient embarqués dans le véhicule PN 0482. Que la moto des frères Achi Achou et Achi Kokoumessan immatriculée TG 3336 AO aurait été embarquée dans l'autre véhicule de la police sans autres informations. Que les représentants de la famille de M. Achi Achou et Achi Kokoumessan ont requis des informations officielles sur leur situation auprès des services des forces de sécurité, des hôpitaux et des prisons civiles de Lomé, Anéron et Tchébié, sans pouvoir obtenir aucune information sur le sort et la localisation de M. Achi Achou et Achi Kokoumessan. En février 2018, les représentants de M. Achi Achou et Achi Kokoumessan ont saisi le procureur général de la Cour d'appel de Lomé. Le procureur général a fait des démarches auprès du procureur de la République, du ministère de la Sécurité et de la Protection civile et du régisseur de la prison civile de Lomé pour obtenir des informations sur les présumés disparus, mais sans suite. Au regard de la gravité des faits évoqués, une enquête a été ouverte afin de faire la lumière sur la situation. De l'enquête effectuée, il ressort par rapport au véhicule de police incriminé. Ce véhicule cité comme immatriculé PN 0482 n'a jamais manœuvré dans le secteur indiqué selon l'ordre d'opération comme étant le lieu où les sieurs Achi auraient été enlevés le 19 octobre 2017. Par rapport aux personnes supposées disparues, pour le nommer Achi Achou, du transport dans le canton de Gapé Centre, ils sont de Gapé. Des déclarations et constatations effectuées, il ressort que le nommé Achi Achou, qui, selon les allégations, aurait été enlevé le 19 octobre 2017, est décédé le 3 janvier 2014 suite à une courte maladie. Ce fait a été confirmé par les différentes déclarations, y compris celle de son oncle paternel, qui avait organisé les obsèques, ainsi que celle d'une de ses femmes. Tout ceci a été corroboré par le chef du canton de Gapé. Un transport au cimetière a été effectué avec un des frères du défunt présumé disparu, que le chef canton de Gapé a mis à la disposition des enquêteurs. Celui-là même qui l'avait conduit le soir du 3 janvier 2014 chez un guérisseur où il a rendu l'âme le même jour pour indiquer la tombe. Cette tombe est située au milieu de 2 autres et comporte le nom et la date du décès. Quant au nommé Achi Kokoumessan, cité dans le dossier, selon les déclarations recoupées de plusieurs personnes rencontrées à Gapé, il ressort que ce dernier est bien en vie et se trouve à Lomé et va par moment saluer la famille à Gapé. Par ailleurs, son oncle paternel s'étonne de la déclaration selon laquelle il serait disparu. Toutes ces déclarations et constatations ont conduit à réorienter les investigations qui ont consisté désormais à rechercher et retrouver Lomé Achi Kokoumessan
afin de faire la lumière sur cette affaire. Pour ce qui concerne le nommé Adi Kokoumesson, et d'après les investigations, il est bel et bien en vie et se fait passer pour Amega Kokouvi, le requérant. Interrogé, il reconnaît les faits. Effectivement, c'est une fausse déclaration que j'ai faite. Mes deux frères dont j'ai parlé, depuis 2014, qui sont décédés, ils ont laissé des tâches. L'un a 18 enfants, l'autre a 9. Mais je suis l'unique garçon qui reste dans la famille. Et ma petite sœur, et c'est fini. Mais tous les charges reviennent à moi. J'utilise le nom Amega, c'est parce que en 2000, j'ai voulu quitter le pays. Et lorsque j'étais dans la même une maison louée avec un ami, il m'a passé ces pièces pour faire les pièces pour partir depuis en 2000. Moi, je pensais que j'ai adressé ces notes-là à la CNDH, et quasi ils vont m'aider à subventionner les besoins de ces enfants-là. Une affaire montée de toutes pièces selon le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. L'enquête ouverte à cet effet a permis d'interpeller le nommé Achi Kokoumesson le 29 juin 2019 à Lomé. Ce dernier avait changé d'identité. Il utilise désormais l'identité du nommé Amega Kokouvi, qu'il prétend avoir connu courant année 2000 et qui lui aurait remis sa naissance, son certificat de naissance, son certificat de nationalité, ses diplômes et son permis de conduire. Sa famille l'a formellement identifié comme étant le nommé Achi Kokoumesson. De l'enquête, il ressort que Achi Kokoumesson, au nom actuel usurpé de Amega Kokouvi, a monté de toutes pièces cette affaire de disparition forcée des frères Achi Achou et Achi Kokoumesson, dans le but, selon l'intéressé, d'avoir des faveurs auprès des institutions internationales et de l'administration togolaise. Les deux personnes présumées disparues, l'une est décédée le 3 janvier 2014 et est enterrée au cimetière de Gapé. Il s'agit du nommé Achi Achou. L'autre est belle et bien vivante, demeurant à Lomé, quartier Bekota, Maison Feu, grand-père Achi. Il s'agit du nommé Achi Kokoumesson, actuel Amégan Kokouvi, pour usurpation de nom. Né le 13 juin 1973 à Gapé Centre, fils de Achi Komla 7 et de Aouté Adjouavi, togolais de coutume, élevé, chrétien catholique, marié, père d'un enfant sans profession. Téléphone 90 03 98 16 99 62 12 91. Ceux derniers sont complices seront mis à la disposition des autorités judiciaires au fin qu'il les appartiendra de répondre de leurs actes. Nous sommes quand même heureux aujourd'hui d'apprendre que notre compatriote est vivant, qui se porte bien. La grande leçon que nous pouvons tirer, c'est d'abord que sur des cas comme ceux-ci, la collaboration est fondamentale. Il me semble que quand on regarde la dynamique qui s'est menée entre la société civile, les services de l'administration, services du ministère de la Sécurité, du ministère des Droits de l'Homme, la Commission nationale des droits de l'homme, le résultat que nous avons aujourd'hui, c'est le fruit de cette coopération, d'une certaine manière, qui a permis d'arriver à cela. C'est aussi le fruit de notre ténacité à tous. Le processus d'investigation peut être long, mais il n'est jamais abandonné. Nous devons toujours parler au conditionnel quand nous affirmons ce genre de choses. Parce que nous avons reçu de nombreux rapports qui ont affirmé de façon péremptoire sur un certain nombre de faits, dont ceci. Il me semble que tant qu'on n'a pas l'information finale sur le sort définitif des personnes, nous devons rester prudents dans la façon d'aborder ces questions. Naturellement, ce sont des questions qui sont intéressantes et intéressantes politiquement, puisqu'elles servent aussi entre autres à critiquer le gouvernement. Mais il me semble que pour critiquer le gouvernement, il faut être très sûr des éléments qu'on évoque, et surtout quand on n'est pas sûr, il vaut peut-être mieux parler au conditionnel. De 2017 à 2019, cela paraît un peu long, mais les résultats sont concluants. Le ministre des Droits de l'Homme, chargé des relations avec les institutions de la République, en appelle davantage au sens du civisme et du patriotisme. Et durant cette conférence de presse également, le ministre en charge de la sécurité a dressé le bilan de la situation sécuritaire du pays après le premier semestre de l'année 2019. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Mais parlons toujours de sécurité suite à la rencontre sur l'extrémisme violent et la cohésion sociale des 18 et 19 juin dernier organisée par le ministère en charge de la sécurité. Le dit ministère et ses partenaires sont retournés sur le terrain
à Daparan pour évaluer les besoins en termes de prévention et actions majeures à mener afin de contrer justement l'extrémisme violent. Les précisions depuis Daparan de Désiré à l'œil. Le gouvernement togolais, à travers le ministère en charge de la sécurité et de la protection civile, a appuyé des partenaires, ambassades des USA, d'Allemagne, de France, de l'Union européenne et du PNUD en déplacement dans la région des Savanes. Une mission conjointe d'évaluation des stratégies de lutte contre l'extrémisme violent. Jeunes, femmes, associations, leaders religieux ou autres de Tone échangent avec la mission dans l'objectif d'identifier ensemble les problèmes flexibles ou fléaux afin d'évaluer les besoins en termes de prévention et d'identification des actions majeures à mener pour accompagner les populations locales dans la lutte contre l'extrémisme violent. C'est une mission intégrée, conjointe, organisée par le gouvernement à travers le ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Vu l'urgence au regard de la situation sécuritaire qui prévaut dans la sous-région et plus près de nous au Burkina Faso, il aurait fallu que le gouvernement prenne des actions urgentes pour lutter contre l'extrémisme violent dans notre pays. Il s'agit, en d'autres termes, donc, d'évaluer la menace au niveau de la région des Savanes et de voir quels sont les facteurs qui peuvent exposer la population à l'extrémisme violent et ensemble avec elle définir les actions prioritaires pour répondre à leurs besoins sur le terrain. Dans le cadre du comité interministériel, il s'agit effectivement d'occuper le terrain, d'être aux côtés de nos populations, de leur apporter le soutien nécessaire afin de leur procurer les outils leur permettant donc de résister contre l'extrémisme violent. Et toutes les actions consistent donc à prévenir, à se prémunir contre le terrorisme. En dehors donc des actions que les forces de défense et de sécurité mènent sur le terrain. Les partenaires, toujours aux côtés du gouvernement togolais, pour ensemble travailler à maîtriser en somme les facteurs potentiels de radicalisation et de vulnérabilité socio-économique exploitables par les groupes criminels et les terroristes. Moi, ce que je voulais souligner particulièrement, c'est cette initiative du gouvernement à impliquer les populations au niveau local. Vous allez voir, lors de cette mission, nous irons dans tous les cantons, rencontrer les jeunes, rencontrer les femmes, rencontrer les chefs religieux, échanger avec toutes ces personnes pour voir quel est leur point de vue, quelles solutions elles proposent. Et je pense que ça, c'est extrêmement important de partir de la base pour trouver les solutions et remonter maintenant vers le niveau central. Donc, je réitère notre engagement à accompagner une fois de plus le gouvernement et que les solutions que nous allons trouver vont être d'abord des solutions préventives. Et le fait que le gouvernement ait pris l'initiative très tôt, eh bien, c'est pour cela que nous nous sommes engagés à l'accompagner dans cette prévention. La paix, la sécurité, facteur de développement. Alors, les populations s'engagent à adhérer pleinement au processus. Quand nous allons prendre les problèmes là en compte, ça va éloigner l'arrivée de ces djihadistes-là. Parce que aujourd'hui, tout le monde sait que les jeunes ne sont pas stables. Chaque fois, ils font l'exode rural, puisque nous sommes dans une région vraiment pauvre. Parce que des fois, quand on n'a rien à faire, on est obligé à se livrer aux violences pour pouvoir survivre. Mais si le gouvernement a initié qu'il y a des projets, on a des emplois, on n'a pas besoin d'aller encore se faire tirer ailleurs. Et je sais que ça va vraiment nous aider, surtout nous la jeunesse. J'ai espoir parce que ça va nous aider à développer nos projets. Les 7 préfectures de la région des Savanes seront sillonnées pour le même exercice, amener les populations à comprendre davantage la nature et les enjeux de la menace et proposer objectivement des solutions collectives de prévention en amont appropriées au niveau local et national pour barrer route à l'extrémisme violent. Les recrues de la deuxième vague de la promotion de la police, promotion 2018-2019, ont fini leur FETA. Entendez, formation élémentaire troupe toutes armes au Centre national d'instruction du camp général Amélie de Kara. La police voit donc son effectif ainsi renforcé, ce qui va lui permettre de jouer efficacement son rôle de force de l'ordre et de sécurité. Et à la fin de la formation, une cérémonie a été organisée. Le compte rendu avec Nestor. Les recrues de la deuxième vague de la promotion 2018-2019 de la police nationale, prêtes pour recevoir leurs premières affectations.
Le 8 avril dernier, ces recrues faisaient leur entrée au CNI, Centre national d'instruction pour leur FETA, formation élémentaire, troupe toutes armes. 3 mois après, elles en sortent aguerries à la suite de rudes épreuves physiques, morales et intellectuelles, épreuves dont l'intérêt est de leur inculquer des savoir-faire tactiques et techniques nécessaires pour relever les multiples défis sécuritaires auxquels elles feront face dans l'accomplissement de leurs fonctions. Durant toute la durée de la formation, ces jeunes policiers ont su profiter de l'expérience de leurs aînés, cadres, officiers, sous-officiers militaires de rang. Ainsi, la dite formation a été marquée par plusieurs grandes phases. Il s'agit notamment de l'adaptation à la vie en campagne, l'application des actes réflexes et élémentaires du combattant, ainsi qu'une ouverture sur l'équipe de combat d'infanterie. Ces recrues ont également été initiées au tir aux armes de petit calibre. À l'issue, ces futurs agents de police ont acquis une bonne aptitude physique à travers les activités sportives telles que le parcours du combattant, les marches commando, les infiltrations de nuit comme de jour. Malgré les difficultés liées à la formation, ces recrues ont fait preuve de courage et d'audace. Cette deuxième vague de la promotion 2018-2019 de la police nationale compte 853 jeunes. Le chef d'état-major de l'armée de terre, tout en leur rappelant ce qui est attendu d'eux, a rendu hommage au président de la République pour ses actions visant à renforcer la sécurité nationale et le développement du pays. Mesdames et messieurs, vous le savez bien, le monde et en particulier notre sous-région fait face aux nombreux défis dont le terrorisme, le trafic d'hommes, de drogue, les violences, les crimes internes et transfrontaliers, les braquages et le non-respect de la sécurité routière, les accidents de circulation, les troubles à l'ordre public. C'est dans ce même contexte que le chef de l'État, son Excellence, M. Faure Essouzem Nanya Singbe, homme avisé à qui nous adressons une fois encore un vibrant hommage, a conduit notre pays, le Togo, sur l'irréversible voie de sécurité et de développement par des actions tangibles. Quant à vous, recrues, il y a 3 mois, vous avez quitté volontairement vos familles et opté pour la grande famille des forces de sécurité. J'ose croire que vous avez longuement et suffisamment mûri votre réflexion avant de choisir ce métier. Je vous invite donc à vous mettre avec loyauté, vérité, dévouement au service des Togolais, de leurs besoins d'intégrité physique et morale, de leur aspiration à vivre ensemble et en paix. Après la phase du CNI, une autre phase attend les nouveaux policiers. Il s'agit de l'École nationale de la police. La formation à ce niveau vient compléter celle reçue au CNI pour leur donner le bagage nécessaire à la réussite de la mission qu'ils sont appelés à assumer. Les 853 de cette deuxième vague vont s'ajouter aux 684 de la première vague qui ont fini leur formation élémentaire en février dernier. Et nous donne à présent lecture de ces avis d'appel à candidature pour recrutement. Le ministre de l'économie et des finances dit ce qui suit. Il est porté à la connaissance des ressortissants des États membres de la conférence interafricaine des marchés d'assurance CIMA, la vacance du poste de personnalité ayant exercé des responsabilités dans le secteur des assurances, choisi pour son expérience du marché africain des assurances à la Commission régionale de contrôle des assurances CRCA. Le profil du candidat, les candidats doivent avoir une formation de haut niveau, une compétence avérée en matière d'assurance et une expérience reconnue des marchés d'assurance africains. Ils doivent être ressortissants d'un État membre de la CIMA et remplir les conditions d'honorabilité, d'âge et d'aptitude physique indispensables à l'exercice de la fonction. Le deuxième avis concerne donc les ressortissants des États membres de la conférence interafricaine des marchés d'assurance CIMA toujours. Il est porté à leur connaissance la vacance du poste de jurisconsulte à la commission régionale de contrôle des assurances. Les candidats pour ce poste doivent avoir une formation
de haut niveau, une compétence avérée en matière juridique, notamment dans le secteur des assurances. Et le troisième avis d'appel d'offres concerne donc la vacance d'appel à candidature, donc concerne la vacance du poste de juriste suppléant au sein de la commission régionale de contrôle des assurances. Et les candidats pour ce poste doivent avoir une formation de haut niveau et une compétence avérée en matière juridique, notamment dans le secteur des assurances. Et tous ces candidats doivent être ressortissants d'un État membre de la CIMA et remplir les conditions d'honorabilité, d'âge et d'aptitude physique indispensables à l'exercice de ces différentes fonctions. Et les différents détails de ces avis d'appel à candidature pour recrutement sont à consulter dans le quotidien national Togo Presse. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.